Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et cette fois-ci, mon co-animateur Guy Barrette n'est pas devant moi, mais plutôt sur Skype. Bonjour Guy. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va bien. On profite du fait qu'on peut maintenant assez aisément enregistrer avec Skype pour s'éviter d'avoir à se déplacer dans la belle ville de Montréal. Je ne sais pas si c'est comme ça sur le reste de la planète, mais chez nous, le trafic, c'est l'enfer. Et c'est réellement pas drôle. On dirait que, je pense que c'est le problème comme ça dans tous les pays occidentaux. Tout a été construit suite à la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 60-70. Puis aujourd'hui, tout est à refaire, puis on dirait qu'ils n'ont pas pensé comment ils feraient la maintenance des routes, tout ça, quand ils ont construit les villes aujourd'hui, là, quand il faut qu'ils ferment des routes, ça bloque le trafic partout. Incroyable, mais bon. Mais ça, pour nos auditeurs qui sont en France, probablement que ça les intéresse pas trop. Guy, toi, tu arrives de Seattle, donc de Redmond, dans l'État de Washington. Donc, tu étais chez Microsoft il y a quoi, une semaine maintenant? Oui, j'étais au MVP Summit toute la semaine dernière et j'en ai profité pour enregistrer une émission avec David Catu. C'est une émission où vous avez parlé, je pense, des projets open source lesquels David contribue. Oui, David, c'est un Français, c'est un expatrié qui travaille chez Microsoft depuis plusieurs années. Puis, il travaille sur plusieurs produits open source. Puis, on va couvrir ces différents produits-là qui sont super, mais super intéressants. Puis, l'enregistrement, tu l'as fait en solo. Moi, je pouvais pas être disponible pour aller... pour une rare fois depuis... Ça fait quoi, 14 ans maintenant que j'ai toujours le prix MVP, mais j'ai pas pu me déplacer à Seattle cette année. Mais c'est pas grave. Donc, si je comprends bien, c'est une bonne émission. Puis, sans plus tarder, on vous laisse l'écouter et en profiter. Alors, bonjour David. Salut Guy, comment vas-tu? Ça va très bien, très bien. On est au Summit, on est dans un bureau merveilleux présentement. En fait, pour donner un petit peu de contexte, on est dans le sous-sol du building 33. Exactement, là où a lieu le MVP Summit. Et on est au niveau du parking niveau 2. Niveau 2. C'est le seul endroit tranquille qu'on a trouvé. Donc, on va peut-être entendre des bruits d'ascenseur là, ou de porte. Là. Fait que David, un grand merci de prendre le temps de me parler aujourd'hui. David, t'es un Français d'origine. Oui. T'es chez Microsoft. Tout à fait. Peux-tu m'expliquer un petit peu le parcours, ton parcours pour arriver ici? Alors, très bien, oui. Alors, effectivement, je suis français, je suis irlandais de base. Je suis né à Mont-de-Marsan, sud-ouest. Il paraît que ça s'entend encore un peu. Oui, très bien. Hein. J'ai pendant presque 11 ans travaillé sur Toulouse, puis je suis monté à Paris pour travailler chez Microsoft France pendant 2 ans, et 3 ans d'ailleurs. Okay. Puis chez Microsoft on a pas mal d'opportunités de mouvement un peu partout dans le monde. Une opportunité s'est présentée ici pour rejoindre DX, donc Corp. Ouais. Où j'étais. DX, pour ceux qui connaisseraient pas le terme. Alors, c'était avant DPE, donc Developer Platform et Evangelization, qui est devenu Developer Experience. C'est tout ce qui est autour de l'évangélisation chez Microsoft. C'est ça, le groupe qui va rejoindre les développeurs pour expliquer les plateformes, les notre outils. Stratégie, quels sont les outils, pourquoi on fait ça, comment on fait ça. Okay. Donc, j'ai fait ça pendant presque 2 ans. Okay. Moi, j'étais spécialisé sur la partie Edge. Mm-hmm. Et puis, une nouvelle opportunité s'est présentée. Ici, donc là maintenant, je suis chez Windows et je travaille sur le UWP Community Toolkit. OK, d'accord. Donc ça, c'est ce qui t'occupe à 100%? Le Toolkit, je dirais, m'occupe à 70% de mon temps. OK. Et les 30% restants, je m'occupe d'un autre projet open source, en JavaScript cette fois-ci, JavaScript TypeScript, qui s'appelle Babylon.js. Et ce sont les 2 sujets qu'on va couvrir aujourd'hui. Exactement. Donc, tes deux bébés, UWP et Babylon.js. On va peut-être commencer par UWP. Très bien, pas de souci. Qu'est-ce que ça veut dire UWP?
Alors, UWP, l'acronyme signifie Universal Windows Platform. Okay. L'idée étant, la fondation de cette technologie, c'est de construire au-dessus de C#, VB, C++, une sorte de framework. Et ce framework va te servir à développer la même application sur mobile, sur desktop, sur Xbox, sur HoloLens, sur IoT. Donc vraiment, c'est le Windows partout. À chaque fois que tu vas trouver Windows 10, la technologie UWP va te permettre d'avoir ton application qui peut fonctionner dessus. Donc, une base de code seulement. Exactement. Et on choisit son langage final. Alors voilà, parmi les langages supportés, bien sûr. Typiquement, moi j'ai écrit 2 applications. Une qui s'appelle Urza Gatherer, qui est une application pour les collectionneurs de cartes Magic. Et l'autre qui s'appelle Podcast, qui est donc un client podcast sur lequel les gens peuvent écouter ton show sans problème. Et toutes les 2 sont disponibles à la fois sur mobile, sur desktop, sur HoloLens et sur Xbox. Et pourtant, je n'ai qu'un seul code. À l'origine, en fait, le but de UWP, c'est vraiment d'avoir un seul bout de code ou un seul écrire une fois son code. C'est vraiment le rêve de j'écris une fois et je déploie plusieurs fois. Ok, mais dans la réalité... dans la réalité, ça marche. Dans la réalité, ça marche. Pour le coup, je pourrais te montrer le code de mes applications. Il n'y a qu'un seul code passe. Il n'y a qu'un seul groupe de fichiers XAML pour mes pages, etc. Qu'un seul bout de code C# et qui se déploie partout. Alors après, bien sûr, pour ce qui est de l'interface utilisateur, il faut faire attention. Il faut que ton XAML soit capable de gérer plusieurs résolutions. C'est déjà vrai même si tu ne visais que le desktop. Il y a plusieurs tailles de fenêtres, tout simplement. Les gens peuvent bloquer la fenêtre à gauche, à droite, elle peut être plein écran. Tu as déjà ce besoin, si tu veux, que ton interface s'adapte. Là, on le pousse un poil plus loin, puisqu'on va dire, attention, tu pourrais tourner sur du 4 pouces mobile, comme sur du 27 pouces sur un Surface Studio. Oui, c'est ça. Là. Fait que concrètement, dans XAML, comment on fait? Est-ce qu'on fait un XAML spécifique pour un petit appareil, puis un XAML spécifique pour un téléviseur? Alors, ça peut être une option. C'est-à-dire que tu peux faire le choix de dire je vais donner une vue par grande famille. D'accord. Moi, mon choix a plutôt été d'utiliser la force de XAML, qui est quand même sa flexibilité. Il est capable, si tu veux, de dire ok, si je tourne sur cette résolution, voilà comment va être mon display. Si je tourne sur cette autre résolution, voilà, mon display va être plus grand, si tu veux. Et donc, tu t'adaptes en fonction de ça, en fait. Mais à l'intérieur de XAML, est-ce qu'on y va selon des conditions? Oui, c'est vraiment des conditions. Tu vas dire, si la résolution est inférieure à 700, voici les updates à faire. En fait, si tu veux, tu as une page de base. Par exemple, tu vas dire, je vais avoir 3 lignes et 4 colonnes. Et je vais mettre mes données dans cette grille-là. Par contre, sur téléphone, si je suis donc par exemple en résolution inférieure, on va dire à 600 pixels, eh bien je n'aurai plus 3 lignes et 4 colonnes, mais plutôt tout en une seule colonne et 7 lignes. Et en fait, tu vas juste jouer à ce jeu-là, sans changer ton code métier qui est derrière, sans changer même le code de binding, le modèle, les vues, etc. Tu vas juste te dire, ma vue, elle va prendre une autre forme en fait. Ok. Donc, on y va selon la résolution et non selon la plateforme. Non, on teste. Alors, tu peux tester sur la plateforme aussi, c'est une des choses que tu peux faire. Mais c'est pas recommandé. C'est pas recommandé puisque demain, qu'est-ce qui te dit que ton application, quelqu'un va pas la lancer sur un téléviseur 4K et puis qu'avec une résolution de fou, ou à contrario, le faire tourner sur un petit Surface 2 Pro avec une résolution dockée sur le côté, tu le sais pas. Puis même les téléphones maintenant, on prend un Galaxy Edge ou des nouveaux iPhones avec des résolutions complètement folles. Donc là, c'est pareil, tu pourrais être sur un petit 520, Nokia 520, comme sur un très gros 950 XL. Tu as déjà une gamme qui est pas mal, en portrait ou en landscape, enfin tu vois, c'est... Donc, ce qu'on a, le gros du travail d'adaptation se fait au niveau du XAML. Oui, vraiment. Donc, au niveau des couches métiers, ça change pas. Ça reste exactement la même chose. Donc, l'application que tu écris, tu vas l'écrire, à la logique, tu vas l'écrire une seule fois. Oui, tout à fait. Ces plateformes de rendu-là, ou ces résolutions, est-ce que c'est ardu, complexe? Il y a une partie qui est compliquée, mais c'est pas vraiment le code en lui-même, c'est le design. Si tu n'es pas designer et que tu n'es que développeur, il faut que tu aies l'idée. Si tu veux, tu vois dans ta tête une image de l'application que tu imagines, un desktop par exemple. Tu dis, moi je vais mettre une image là, je vais mettre 3 lignes, puis en dessous je vais mettre ma listbox, etc. Après, il faut que tu aies, pas des notions de design, mais un peu de sens commun pour te dire, ok, alors maintenant je suis sur un plus petit écran, donc du coup, je vais plus pouvoir afficher mon image, ou alors je la mets en haut, ou en plus petite, ou en fond. Je prends l'exemple de la Xbox où on peut avoir un téléviseur de 40, 50 pouces.
là, le paradigme d'affichage est complètement différent. Ouais, tu peux même penser à un desktop qui tourne sur un écran 4K. Il y en a plein aujourd'hui. Ouais. Tu te retrouves avec une résolution de 4000 par 2000, tu vois, et il faut que tu penses à ça. Alors, il faut grossir les polices. Déjà, c'est vrai que sur Xbox, la Xbox va elle-même te donner plus de DPI, donc elle va grossir tout pour toi sans pour autant augmenter ta résolution. Donc du coup, quand tu es dans ton canapé, que tu es à quelques mètres de ta télé, tu vas continuer à voir. Elle le fait un peu pour toi, ça. Mais toi, tu peux, de ton choix, dire, ok, alors sur Xbox, pensons que nous sommes à la manette, hein, on n'a plus à la souris, donc il faut aussi penser à ta manière de te déplacer dans ton interface. Il n'y a pas de complexité technique. Chaque action de manière unitaire est extrêmement simple à coder. Vraiment aucun problème. Par contre, il y a une vraie réflexion d'utilisabilité et de design derrière, qui est une résolution qui est une réflexion qui n'est pas ni technique ni quoi que ce soit, qui est juste du bon sens. Donc, il faut, dans notre planification de développement, si on veut toucher ces différentes plateformes-là, il va falloir prévoir du temps de test, du temps d'adaptation aussi. Il faut réfléchir en amont à ton interface. Moi, j'aime bien travailler avec des designers quand tu as cette chance, tu vois. Sur mon application Urza Glazerer de carte magique, j'ai eu la chance de travailler avec un designer. Donc, du coup, il m'a envoyé, si tu veux, des images. Il m'a dit, mais voilà, à cette résolution, on est comme ça. Plus petite résolution, on est comme ça. Si tu as plus de place, n'hésite pas à faire tourner ta listbox plus grande, tu vois. Il m'a donné des indications. Et du coup, en tant que développeur, je n'ai plus qu'à les implémenter. Parce qu'il avait déjà travaillé à ces résolutions-là. Exactement. Et puis, c'est un designer, c'est son travail. Même dans le print, si tu veux, les gens ils réfléchissent à différentes résolutions. Quand tu as une affiche en 4x3, c'est pas la même chose qu'une page de magazine. Donc, c'est leur métier, tout simplement. Si tu n'as pas la chance d'avoir un designer à tes côtés, tant pis. Il faut que toi, tu joues ce rôle-là. Donc, il faut te mettre dans cet état d'esprit, tu réfléchis, tu te mets sur ton téléphone, tu te mets sur ta télé et tu regardes comment passe ton interface. C'est ça, il faut prévoir le temps. Là. Donc, si on veut toucher ces différentes plateformes-là, il faut passer du temps à expérimenter puis à tester. Puis, si c'est notre première, j'imagine qu'on fait des. Mes premières applications étaient moches. Après, j'ai eu des retours utilisateurs qui m'ont dit, je suis désolé David, mais ma première version de mon application de podcast, c'était pas la joie, quoi. Et aujourd'hui, elle marche sur Xbox à la manette, tu vois. Elle a évolué. Voilà. Donc, mais c'est super plaisant, j'adore ça. Essai-erreur au début, là. Jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce que tu sois satisfait. Mais là, revenons aux différentes plateformes. Là, on les a mentionnées vite au début. Là. Donc, il y a évidemment le desktop, le bon vieux desktop. Oui. Et qui est déjà super compliqué à gérer si tu y réfléchis. Hein. Toutes les résolutions que tu peux avoir, plus le fait que ta fenêtre, elle est dynamique. Si ton utilisateur il a envie de faire une fenêtre qui fait 300 pixels de large sur 6000 de haut, rien ne l'empêche. Ton application, il faut qu'elle continue à fonctionner. Ouais, puis si je travaille, par exemple, si j'ai une surface, là, je peux basculer en mode portrait ou landscape. Exactement. OK. Donc, on a déjà là, on a des challenges. Parce que maintenant, avec les résolutions d'écran, on peut aller jusqu'à 4K. On peut aller jusqu'à 4K sans problème. Ou plus, même, tu as des écrans 5K qui sortent. Enfin, c'est super riche. Donc, le desktop, on parlait du téléphone. Tu avais le téléphone. Pour moi, le téléphone est une expérience qui est presque proche d'un desktop fenêtré, en termes de résolution. Par contre, après, effectivement, il n'est que touch. Il n'y a pas de pointeur de type souris, donc il faut penser que ton interface, tu peux pas mettre des tout petits boutons ou avec une souris, tu es assez précis, mais il faut penser aussi que c'est touch, donc il faut que la taille du doigt soit prise en compte. Et puis effectivement, le fait que la distance de vue entre ton téléphone et toi n'est pas la même que ta distance de vue entre ton écran, PC et toi. Donc il y a aussi ça, donc il faut un peu zoomer. Donc téléphone, desktop, Xbox, qui est une sorte de super téléphone pour moi. Mais pourquoi je voudrais développer une application pour rouler sur la Xbox? Typiquement, prends mon application de podcast. Tu as envie d'écouter tes podcasts quand tu es dans ton salon. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Tous mes podcasts, je les écoute à 2 endroits, dans la voiture. Et le soir, quand ma petite fille est couchée, on se met soit de la musique, soit des films, soit des podcasts, et que tu fais autre chose en même temps, tu vois. Puis l'expérience de développement ou de débogage se fait de Alors quelle ça, façon? C'est super puissant. Visual Studio est très fort pour ça. Il suffit de mettre ta console en mode débugger, donc en mode développeur plutôt. Et Visual Studio va pouvoir remote debug dessus, mettre des breakpoints, ça c'est transparent. Là, on parle de la Xbox One. Xbox One, tout à fait. Avec les derniers updates qu'il y a eu en 2016. C'est ça, tu as fait tout ce qui a été anniversary update, en fait, tu peux basculer dessus. Mais n'importe quelle Xbox peut devenir une Xbox de développement sans problème. Fait que je me souviens, auparavant, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était cher et compliqué. Ça prenait une machine spécifique pour le développement. Il y avait juste les studios qui pouvaient les acheter. N'importe qui aujourd'hui.
N'importe qui. Donc, n'importe quelle Xbox, j'ai acheté mon Xbox au magasin, je l'installe. Tu installes une app spéciale qui s'appelle Developer Mode. Qui demande pas d'inscription spéciale. Tu prends ton Visual Studio Community Edition, tu remote debug sur ta Xbox, le même code, le même au iota près que tu faisais tourner sur ton desktop ou sur ton Windows Phone. OK. Et lorsqu'on la déploie sur la Xbox, évidemment, elle n'est pas dans le store. Là. Non, c'est comme le desktop ou le téléphone, c'est pareil. Il va falloir après que tu ailles la pousser sur le store par ton développeur dashboard, mais c'est pareil. Donc, pour un développeur, c'est possible de maintenant de publier une application UWP qui va être disponible sur le store Xbox. Tout à fait. Incroyable. Incroyable. Dire qu'il y a quelques années, là, c'était réservé aux grands studios. Puis... Clairement, tout à fait. Aujourd'hui, les grands jeux continuent à fonctionner de la même manière, mais par contre, pour monsieur et madame tout le monde qui a envie de faire des apps utilitaires dans le salon, la Xbox, elle a cette chance d'être branchée sur la télé dans ton salon. Donc, tu peux vraiment proposer des expériences, pas toutes bien sûr, mais tu peux proposer des expériences vraiment sympas. Donc, on parlait de ton application de podcast qui roule sur la Xbox, celle pour les cartes Magic. Ouais. Alors, elle est aussi dans le salon. Elle peut aussi fonctionner dans le salon. Alors, mon application de carte Magic, elle a deux intérêts. Elle te permet de gérer ta collection, savoir ce qui te manque, ce qui te manque pas, combien valent les cartes, etc. Et elle permet également, quand tu joues, d'avoir les règles sous la main, d'avoir tes decks et de les préparer en amont. Et ça, c'est pareil quand tu es dans ton salon, tu joues avec un ami. Et l'application te sert à gérer les points de vie de chacun, parce que le jeu, tu sais, tu as des points de vie, tu peux avoir des compteurs de poison, il y a pas mal d'outils nécessaires autour. Si tu as l'app qui tourne sur la Xbox, tu dis, voilà, attends, t'as plus de temps. Donc elle est là aussi comme un compagnon de jeu, et c'est pareil, tu joues... Donc il y a toujours, pas toujours, mais il y a très souvent un intérêt à avoir ou une compagnon app, ou une expérience annexe à ton application sur la Xbox. Puis, au niveau des outils pour faire du développement, tu mentionnais Visual Studio 2015 Community Edition, tout à fait, qui est gratuit. Absolument gratuit. Est-ce que j'ai besoin j'ai besoin de Windows 10, j'imagine? Windows 10, Visual Studio Community Edition, ta Xbox, ton Windows Phone ou ton PC pour développer selon la cible que tu veux, voilà. Tu bosses aussi sur un toolkit qui focus sur UWP. Alors, peux-tu m'en parler? Donc UWP par lui-même, donc c'est un SDK que tu installes dans Visual Studio. Il se trouve que certaines tâches peuvent être ou rébarbatives ou un peu complexes. L'objectif du toolkit, c'est de se mettre au-dessus de tout ça, de fournir en fait une expérience où tu vas référencer ce toolkit dans Visual Studio, et ces tâches-là sont simplifiées pour toi. Je vais te citer. Alors en fait, on a plusieurs branches dans le toolkit. On fournit des contrôles, un hamburger menu par exemple. Il y a un slider dans le WP, mais il n'y a pas de range selector. Tu sais, que tu peux définir la valeur de début et de fin. On fournit ces contrôles pour toi. On va te fournir des slidable items. C'est des choses, tu sais, quand tu es sur ton téléphone, tu slides à gauche ou à droite sur un item, tu as des actions associées. Ben, on fournit cette expérience-là. Donc, c'est pas à la base offert sur la plateforme? Donc, nous, on le rajoute en termes de toolkit. C'est ça. Donc, au lieu de refaire la roue, là, puis de faire mon propre menu hamburger... Par exemple, que chacun va se refaire 50 fois, si tu veux. Ben là, on communautarise ça. Et c'est vraiment le côté communauté ici sur lequel j'insiste. C'est un projet open source sur GitHub. Sur GitHub. Et tout est open source. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est caché chez Microsoft et en publie de temps en temps. Les issues, les bug fixes, les décisions, les discussions, les réunions, tout est fait publiquement sur GitHub. Donc, tu as envie demain de venir... Pour consommer déjà, ben tu dis voilà, je vais télécharger sur NuGet le package, on a les packages du toolkit sont sur NuGet, ben tu vas pouvoir te servir d'un hamburger menu. Voilà. Et puis tu trouves que l'hamburger menu, il lui manque une fonctionnalité que toi tu as envie d'ajouter, ben tu peux venir sur GitHub, c'est donc open source, tu peux venir contribuer, faire un pull request qui sera analysé par et des MVP et des gars de chez Microsoft, dont moi. Ton pull request sera intégré et tu seras parti de la prochaine update. On essaie de publier entre tous les 1 mois et tous les 2 mois. Donc un cycle vraiment rapide. Et c'est aussi une des forces du toolkit par rapport au SDK lui-même. Le SDK il sort avec une release de Windows. Donc tu vois, là on a eu RS1 dès juillet. Et la prochaine, ça ne sera pas avant l'année prochaine. Donc c'est des rythmes relativement lents, compréhensibles mais lents. Pour les développeurs, des fois tu as besoin d'un truc, c'est pas dans le SDK, tu as envie de l'avoir tout de suite. Tu vois. Et le toolkit permet d'avoir ça, en fait, d'avoir une très grande réactivité. Ouais. Puis au niveau de l'intérêt, au niveau des développeurs, est-ce qu'on voit beaucoup d'intérêt? Alors oui, on voit beaucoup d'intérêt. Moi, j'étais même frappé et honoré par le feedback qu'on a eu sur le toolkit. On a déjà 56 contributeurs en 2 mois et demi d'existence.
On a plus de 2000 commits, on a presque 300 pull requests. Là, on sort la version 1.2 la semaine prochaine. On a sorti la version 1.1 début octobre. Et on a fourni des nouveaux contrôles comme le Master Detail Control, on a donc l'hamburger menu, on a des helpers qui te permettent de faire des tâches rébarbatives, genre des conversions de couleurs ou travailler avec le dispatcher, etc. On fournit des services également, genre t'as envie de te connecter à Twitter, Facebook, Microsoft Graph, à LinkedIn et Bing. Eh bien, on fournit des services où on se charge de tout pour toi, de l'authentification, de la sécurisation. Donc toi, tu as une ligne de code, tu écris Twitter Services.publish tweet, tu donnes un texte, une image, et on se charge de tout pour toi. Donc, tout l'infrastructure, le code d'infra là, qui permet de faire ça là, est déjà fait pour moi. Exactement. J'ai pas à me soucier à me casser la tête. Non. Et c'est open source, tu peux aller voir comment c'est fait pour comprendre et apprendre, ou même demain contribuer ou améliorer. Et je réinvente pas du tout la roue, là. Non, jamais. C'est ça que j'apprécie. On travaille ensemble, donc on va faire plus, puisque c'est quand même beaucoup plus fort d'être tous ensemble à développer un truc. Et le code est débugué et testé par et Microsoft et la communauté et parce que si par exemple je fais une contribution, donc de ton côté il y a une validation qui est faite, on valide si le code fonctionne bien, j'imagine que vous avez une série de batteries de tests là, qui permet de tester ce nouvel ajout, puis là maintenant toute la communauté en bénéficie. Exactement. Donc, au départ, le but du toolkit, est-ce que c'était de faciliter le travail des développeurs ou c'était de populariser la plateforme? On est parti avec 3 grands objectifs en tête. Le premier, c'était de se reconnecter avec la communauté, de vraiment retravailler avec les MVP et de dire on est ensemble sur faire un projet commun qui sert à tout le monde. Et il sert à tout le monde pourquoi? Donc première opportunité, c'est de travailler ensemble. Il sert à Microsoft, deuxième opportunité, parce que du coup on fait parler de notre plateforme UWP, qui est une plateforme vraiment puissante et que les développeurs parfois méconnaissent. Donc c'est aussi l'occasion, comme c'est open source, tu peux venir voir comment c'est fait, tu peux venir apprendre. Et puis la troisième chose, c'était effectivement de motiver les développeurs à faire tout simplement des apps. Parfois tu as envie de faire une app, puis tu te dis putain il faut que je fasse un burger menu, il faudrait que je m'écrive le code pour me connecter à Twitter. J'ai pas envie. Oui, parce que au départ, faut comprendre que c'est une nouvelle plateforme. T'as tellement de choses à faire. C'est ça. Nous, on arrive en te disant, voilà, on a des briques de base qui sont ouvertes. C'est-à-dire que si demain tu veux t'en passer pour faire ta propre version à toi, super. Tu pourras. Tu seras jamais avec un filet à la patte. Mais au premier, on te met un peu le pied à l'étrier, ok, vas-y, tiens, tu vas publier déjà ta app, récupère des feedbacks des utilisateurs, fais-la évoluer. Nous, on t'aide sur ça, en fait. Puis, si je suis pas, ou mon entreprise n'est pas sur Windows 10, là, si je fais du XAML, par exemple, sur une autre version de Windows, si j'ai, par exemple, une application, comment se fait l'évolution vers UWP? Ça va dépendre. Si c'était une application genre Windows 8.1, la transition n'est pas trop difficile. Le code métier reste quasi identique. Le XAML migre assez facilement. Si c'est une application WPF, le XAML de UWP est moins riche que celui de WPF pour des raisons de portabilité justement. Donc là, tu pourrais avoir des efforts à faire pour traduire ton WPF. Le .NET en tant que langage C#, c'est le même. Le C# en tant que langage, c'est le même. Par contre, au niveau de .NET versus WinRT, WinRT est un sous-ensemble de .NET d'une part et par certaines API des évolutions. Donc il se peut que tu aies du travail sur ça. Donc on est limité au niveau des API Oui, UWP tourne dans une sandbox. Là où WPF pouvait être full trust en fait. Donc tu as certaines choses que tu ne peux pas faire quand tu as un UWP. Donc, pour des raisons de sécurité. Donc, si je suis habitué en entreprise à développer avec tout ouvert, tu as le full trust, tu peux écrire où tu veux sur le disque dur ou dans la base de registre. Ça, ce n'est plus possible en UWP. Donc il faut regarder un petit peu. Il faut y réfléchir avant. Il faut réfléchir avant. C'est un travail, si tu veux. C'est vers ça que l'on tend. Sais-tu s'il y a un outil d'analyse qui permet de... Pas à ma connaissance, maintenant je ne suis pas au courant de tout, mais je n'en ai pas croisé encore. Mais il faut vraiment regarder ce qu'on a fait comme code, quels étaient... Je te faire un sample app en UWP pour comprendre la plateforme.
Et à partir de là, tu vas pouvoir dire, ah ouais, ok, donc ça, je peux plus le faire. Il y a toujours des raisons, en fait, c'est pas bloqué pour bloquer, si tu veux. La sandbox, elle est là pour dire, ok, les utilisateurs qui installent depuis le store, il faut qu'ils aient confiance dans les applications, qu'elles puissent pas faire n'importe quoi. Parce qu'une application WPF, c'est un MSI, tu l'installes, si elle a full trust, elle te formate ta machine, elle peut rien te demander. Il est impossible de faire ça en une application Windows Store. Donc du coup, c'est super, je dirais, rassurant pour les utilisateurs. Puis là, tu as parlé tout à l'heure, tu as mentionné le terme WinRT. Oui. Donc, il y a eu une évolution de UWP. Est-ce que c'est l'évolution de... UWP, en fait, c'est tout un ensemble de choses. C'est du XAML pour l'affichage, si tu veux. C'est les moyens de déployer via le store. Et c'est WinRT qui est la couche entre toi et l'OS. C'est vraiment le framework que l'on utilise. Donc, tu veux ouvrir un fichier. Eh bien, tu vas avoir dans UWP des classes qui vont te permettre d'accéder au système de fichiers. Tu vas vouloir faire accès à la caméra ou jouer du son en background, etc. Les services fournis par l'OS sont disponibles via WinRT. Donc, si je voulais débuter, par exemple, là, si ça m'intéresse de tester un petit peu, j'ai besoin d'être sur Windows 10 au départ. Tout à fait. J'ai besoin d'avoir Visual Studio 2015. Correct. Les derniers updates, j'imagine. Oui, la version update 3 ira très bien. Ouais, puis à l'installation, on installe aussi les émulateurs ou la plateforme. Alors oui, si tu veux développer sur mobile, c'est intéressant d'avoir les émulateurs plutôt que de brancher son téléphone constamment au PC. Mais tout ça, tu l'as dans l'install de Visual Studio, tu verras quand tu fais donc Universal Windows Development et que tu as une case à cocher. En dessous, tu te dis tu veux les émulateurs ou pas, et par défaut, le reste est coché. Mais au niveau des téléphones, on est seulement sur Windows. Ce sont les téléphones Windows 10 only, c'est pas du Xamarin. Parfait. Parce que Xamarin, il y a un support UWP, mais c'est pas complet encore. Enfin, Xamarin, c'est Xamarin. C'est-à-dire que si tu veux toucher iOS et Android, ça va être Xamarin. Sur PC, t'as pas Xamarin. C'est Windows, c'est UWP. Mais avec Xamarin, on réussit. Tu peux partager le code métier. C'est ça, mais on réussit à faire des applications UWP? Non, ce n'est que Android et iOS. C'est ça, ok, parfait. Ouais, faut pas mélanger les choses. C'est pas simple, il y a tellement d'acronymes et de technologies. Pour le toolkit, je télécharge de quelle façon? Alors, le plus simple, je pense, c'est de faire aka.ms/UWP Community Toolkit. Ça va t'amener sur notre GitHub. Et là, tu as tout ce qu'il faut. Pour contribuer, pardon. Pour répondre à ta question, si tu veux t'en servir déjà, tu vas dans Visual Studio, tu ouvres ajouter NuGet Package. Et tu cherches UWP Community Toolkit, il est là. Ok, excellent, parfait. Puis si ça m'intéresse de contribuer... Ah oui, alors on apprécie énormément. J'ai vraiment envie que le côté communautaire reste... Il est très développé actuellement et j'ai envie qu'il reste bien vivant comme ça. Donc venez, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir apporter sa pierre à l'édifice. Excellent. Maintenant, si on parlait de ton deuxième dada, tout à fait. Babylon JS. Mais là, on est... Complètement différent. C'est complètement différent. Là, on est dans... explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, il faut savoir que ma formation à la base, j'ai fait des études de mathématiques. Et depuis tout petit, je devais avoir, la première fois que j'ai écrit un premier moteur 3D, je devais avoir 17 ans. Wow. J'en ai 40 aujourd'hui. Donc, il était à l'époque écrit en Pascal sous DOS. Et j'ai toujours été passionné par ça en fait. Tu faisais tourner la théière là. C'était même pas la théière, c'est le petit canard. En fait, le petit canard. Le petit caneton que tu mets dans le bain, sans texture, sans rien. C'était déjà le gros challenge à l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai fondé une compagnie en 2002 qui s'appelait Vertis, avec mon ami Michel Rousseau, qui était designer 3D, mais qui est toujours designer 3D. Je sais pas pourquoi j'utilise le passé. On a créé un moteur 3D en C# sur DirectX qui s'appelait Nova, qu'on a vendu aux entreprises essentiellement toulousaines et parisiennes en fait, pour faire de la simulation, archéologie, etc. Puis quand j'ai joué à Microsoft, en fait, je suis arrivé chez Microsoft pile au moment où Silverlight 5 sortait. Et dans Silverlight 5, une des nouveautés sur PC, c'était le support de la 3D. Tu pouvais dans Silverlight faire de la 3D à la mode XNA. Et ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, c'est génial. Mon problématique avec mon moteur 3D Nova à l'époque, c'était qu'il ne marchait que sur Windows Desktop. Parce que C#, parce que DirectX. Avec Silverlight, là, j'avais l'opportunité de toucher plus de plateformes sur différents navigateurs, etc. C'était génial. Donc, j'ai créé la première version de Babylon, qui s'appelait donc Babylon tout court,
qui était une sorte de portage hommage de Nova sur Silverlight 5. Bon, Silverlight 5, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Ouais. Mais là tu es toujours sur une plateforme .NET, mais Silverlight. Mais Silverlight, tout à fait. OK, parfait. Et donc toujours C#. OK. Mais je suis toujours pas satisfait parce qu'il y a quelque chose qui m'embête. Moi, je veux que ça marche pour tout le monde. C'est-à-dire que tu es sur Mac, tu es sur Linux, quel que soit ton navigateur, j'ai envie que ça marche. Donc, il n'y a plus qu'une seule réponse possible à ça, c'est JavaScript. OK. Sauf qu'à l'époque, on est sur IE 10 chez Microsoft. Je suis évangéliste en France, Microsoft, et je me vois mal créer un moteur 3D JavaScript qui ne marcherait pas sur IE 10. Ouais. Or, la problématique, si tu veux faire de la 3D sur le web, tu dois t'appuyer sur une technologie qui s'appelle le web, qui est un peu le DirectX du web finalement. Okay. C'est une sous-couche de OpenGL. Le problème, c'est qu'à l'époque, IE 10 ne supporte pas. Tous les autres navigateurs le supportent, sauf IE 10. Évidemment. Donc je me dis, bon, quand même, je suis corporate, c'est quand même compliqué. On annonce IE 11, et je te le donne en mille, on ajoute le support de WebGL dans IE 11. Donc là, je me sens complètement libéré. Donc je passe quelques temps à porter la version C# en JavaScript. La première version de Babylon JS était faite uniquement en JavaScript. Mais là, attends un petit peu, là. Porter de C# à JavaScript, là, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Je vais pas dire parce que là, bon, JavaScript, on s'entend, c'est un langage qui est fantastique pour faire des pages, pour faire un peu d'interaction, pour se connecter à un back-end, pour faire un engin 3D. Oui. Alors effectivement, il y a plusieurs challenges. Il y a le premier challenge, c'est que j'ai tous mes shaders et toute la partie 3D qui est écrite en DirectX. Et il faut que je la réécrive complètement en OpenGL. Donc ça, c'est la première partie un peu rigolote. Et puis au-dessus de tout ça, il faut que j'écrive du JavaScript de manière à ce qu'il y ait peu de JavaScript utilisé et beaucoup de 3D en fait. Parce que comme tu le dis, à ce moment-là, JavaScript, c'est pas super efficace. Mm-hmm. Entre-temps, j'ai quand même énormément de chance, c'est que les moteurs JavaScript ont explosé. Ouais. Leurs performances ont été démultipliées avec des technologies de compilation just-in-time issues des compilateurs natifs, etc. Donc ça, plus le fait que WebGL est une belle technologie, j'arrive à faire tourner quelque chose de plutôt très bien. Et si tu vas sur le site de babylonjs.com, il y a une scène, la première que j'ai sortie, qui s'appelle la scène du train, où tu as un petit train en fait dans une mine, enfin c'est tout en 3D. Et quand je montre ça à l'époque, les gens me disent non, c'est pas possible, c'est pas de JavaScript. Je te crois pas. Bah si monsieur, c'est du JavaScript. Donc ensuite, donc je travaille pas tout seul avec ça, après je travaille aussi avec David Rousset, qui est aussi à ce moment-là évangéliste en France, et toujours Michel Rousseau, mon comparse 3D. Ouais. Donc on réfléchit à des solutions, on fait plusieurs versions, on fait la version 1.1 puis 1.2, et on se décide à passer sur TypeScript. Okay. Pour avoir du type checking, pour avoir quand même des avantages de compilation, parce que c'est chaud de choper des erreurs en JavaScript qui sont relativement permissifs, tu vois. Donc tu oublies une virgule ou tu ne mets pas exactement le bon nom de méthode, lui ça lui va si tu veux. Quoi. Je suis intéressé à savoir, est-ce que l'avantage de faire le saut de JavaScript à TypeScript, en fait on s'entend, là, c'est qu'au bout du compte, on génère toujours du JavaScript. L'utilisation de TypeScript, est-ce que ça a changé beaucoup de choses au développement? Ça a simplifié énormément le développement. Ça a levé 2-3 bugs qu'on n'avait juste pas vus. Okay. J'ai une anecdote sur ça que je répète à loisir, mais il y a un moteur de collision dans BabylonJS. C'est-à-dire que tu peux te promener dans une scène et tu ne vas pas traverser le sol ou les murs. Tu as une expérience de collision comme tu t'attends à trouver dans un jeu, par exemple. Ouais. Ce moteur de collision, c'est une petite... une grosse partie de mathématiques, en fait, avec pas mal de choses que j'ai écrites là-dessus. Et on avait un comportement un peu bizarre. Quand tu montais l'escalier, c'était pas super fluide. Tu pouvais monter l'escalier, mais tu sentais, tu avais le ressenti que ça accrochait un peu. Ok. J'arrivais pas à mettre la main sur pourquoi ça faisait ça. Il y avait un bug. Il y avait un bug, mais qui était assez sioux, parce que le bug, en fait, je m'étais trompé, j'avais fait une typo, si tu veux, dans le nom d'une fonction, et donc j'écrivais, la valeur de la vitesse était égale à, j'appelais cette fonction plus 1. Mais cette fonction, il ne la trouvait pas en JavaScript, donc il me retournait 0. Okay. Donc la vitesse passait toujours à 1 à ce moment-là. Okay. C'était 0 plus 1. Alors, ça ne devait pas donner 0 plus 1, ça devait appeler une fonction, mais je m'étais trompé dans le... Donc le manque de fluidité était... Donc le manque de fluidité, dès que tu rentrais dans ce code pass, en fait, où il mettait la vitesse à l'heure, et du coup ça faisait des saccades, alors que la vitesse aurait dû s'adapter en fait à ton déplacement. Bon. Mais j'arrive pas à mettre la main dessus, il y a beaucoup de lignes de code, il y a plus de 15 000 lignes de code dans le moteur de collision, donc c'est impossible, j'arrive pas à le trouver. On bascule sur TypeScript, première compilation, il me dit, je connais pas cette méthode. Paf. Et là, l'illumination, tu vois, le ciel s'ouvre, et là, je me dis, je sais pourquoi on s'est cassé les pieds à porter toutes nos classes en TypeScript. Parce que là, typiquement,
ben, cette erreur elle a été corrigée instantanément. Quoi. Instantanément, donc il y a un bénéfice important. Il y a un bénéfice sur la qualité du code, il y a un bénéfice sur la portabilité, la maintenabilité. Il y a un vrai bénéfice aujourd'hui dans les pull requests que les gens font sur le moteur, puisqu'il est open source. C'est que je vois tout de suite, il y a un problème déjà de typo, que les points de méthode ne sont pas appelés. C'est immédiat. Alors qu'avant, c'était des heures et des heures de testing pour être sûr que tous les codes pass étaient bien passés et que les résultats étaient attendus. Donc non, TypeScript est une petite merveille. Donc là, tu viens de mentionner pull request sur Babylon.js, donc c'est un framework open source? Absolument. Dès le début, on l'a mis en open source sur GitHub. On a commencé avec 2 contributeurs, David Rousset et moi. Aujourd'hui, on doit être à une centaine de contributeurs de tous les pays. On a une core team qui est gérée sur Slack, avec il y a un Allemand, plusieurs Américains, des Français... Et là, on s'entend, là, un engin de rendu 3D en JavaScript, c'est pas tout le monde là qui c'est pas une application d'affaires business là, qu'on se connecte à une BD là, c'est pas tout le monde qui peut contribuer. Là. C'est pas tout le monde qui peut contribuer, mais il faut aussi voir qu'il y a plusieurs layers si tu veux dans le moteur quand même. Okay. Donc tu as vraiment le moteur de rendu où on avait 3 à contribuer dessus, dans tout et pour tout. Okay. Mais après, au-dessus de ça, il y a un moteur de collision, il y a un moteur pour faire des particules, il y a un moteur pour faire de l'animation de personnages. Au-dessus de ça, il y a un moteur d'interface 2D. Okay. Il y a un moteur pour faire des affichages d'objets 2D dans ta scène 3D. Il y a, si tu veux, tout un ensemble de couches au-dessus de ça qui sont de plus en plus simples. C'est comme un système d'exploitation où il y a juste, je parle par exemple Linux qui est open source, au Locker, il doit avoir juste un nombre limité de développeurs qui peuvent contribuer, tandis que tout ce qui est périphérique autour. Ouais, les couches d'oignons, là, plus on va en périphérie. Là, et plus c'est simple. Donc, et puis tu as l'usage. L'usage, au début, nous on avait pensé avec David pour en faire quelque chose orienté jeux vidéo. Il s'est avéré en fait qu'au final, les usages sont majoritairement non jeux vidéo. Parce que la 3D sur le web, il y en a partout en fait. Okay. Quand tu fais des vidéos 360, en fait, c'est une sphère sur laquelle on a mappé une image qui est une vidéo, et quand tu tournes, tu fais tourner la sphère. Tu as des simulations. On travaille avec l'armée américaine qui se sert de Babylon.js pour faire des simulations. On travaille avec Microsoft, s'en sert notamment pour Xbox Avatar sur leur site web pour acheter des personnages pour tes petits Xbox Avatar. C'est le rendu 3D, c'est Babylon.js. Si tu vas sur le site qu'on a annoncé récemment, Remix 3D, eh bien, le rendu des objets 3D, c'est Babylon.js. On a des partenaires dans de différents secteurs. National Geographic se sert de Babylon.js pour faire des reportages. Notamment, là, ils ont fait un reportage sur comment peut se passer la vie sur Mars. Si tu vas sur leur site, il y a une simulation de la vie sur Mars. C'est dans 3D, c'est Babylon.js. Donc, au départ, l'idée, c'était de créer un moteur pour faire des jeux. Pour faire des jeux. Ouais. Puis là, finalement, l'industrie s'en est servie directement sans faire de jeux. Plein de choses, sauf des... en fait, il doit y avoir des jeux qui doivent être... Alors, on a pas mal de jeux, notamment des jeux qui se développent en Chine, c'est assez intéressant. Okay. Le marché du jeu vidéo sur Internet en Chine est relativement en train d'exploser. Okay. Et ils se servent de Babylon.js pour faire des jeux, souvent portés depuis Android. Après, on a des jeux pour les étudiants, tu sais, dans les écoles, etc. C'est pratique d'avoir un jeu sur le web parce qu'il marche partout. Ah. Donc, il marche sur les principaux furteurs, les dernières versions des... Sur tous les navigateurs, sur ton téléphone, sur mon téléphone, sur quasiment tous les derniers téléphones, que ce soit Android, iOS ou Windows Phone. Et là, est-ce que ça prend une machine, un PC avec un processeur à tout casser pour faire rouler ça? Ben, ça dépend de ta scène, en fait. Okay. C'est toi qui vas... La complexité du... Si tu sais que tu dois te fonctionner sur mobile, tu vas pas mettre 100 millions de polygones, tu vois. Ouais. Donc, mais après, on a aussi des solutions pour faire ce qu'on appelle de la décimation automatique. C'est-à-dire que tu peux partir avec un modèle qui est relativement complexe. Et quand on va être sur mobile, on va le détecter qu'on est sur mobile. Et du coup, en fait, on va réduire le nombre de faces pour toi, automatiquement. Mais après, on peut aussi faire une scène pour mobile, une scène pour des gros PC. On est en train de travailler avec donc un jeune homme qui s'appelle Julien Moreau-Mathis, qui fait partie de notre équipe, qui est un ancien stagiaire chez Microsoft, qui lui a fait une scène qui est plutôt high-end, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnera que sur les PC, parce que là, on a voulu montrer, avec Babylon.js, on peut aussi utiliser les derniers technos à la mode. Les ondes dynamiques, temps réel, simulateurs de vent, etc. Là, ça ne marchera pas sur mobile. C'est pas grave. A contrario, on a des scènes qui sont plutôt taillées pour fonctionner sur mobile et qui sont donc très fluides, que tu peux utiliser au touch, etc.
Là, si je voulais expérimenter un petit peu, là, puis faire tourner mon petit canard, là, c'est la base, là. C'est les premiers pas, là. Je ferais quoi, là? La première chose que je vais te poser comme question, c'est est-ce que tu connais JavaScript? Ah, ben oui. Alors, si tu es un développeur JavaScript, ça va être hyper simple pour toi. OK. Tu as une seule chose à faire, c'est faire /include de babylonjs.com/babylon.js, qui est le fichier JavaScript de l'API, et c'est tout ce que tu as à faire pour tes références. Okay. À partir de là, il y a un modèle objet, donc ça va commencer par var engine égale new engine, var scene égale new scene, var light, var caméra, etc. Et si tu as envie d'apprendre, il y a deux solutions, ou tu peux lire la doc, et je sais que personne ne fait ça. Et pourtant, on a une super doc sur doc.babylonjs.com avec plein d'exemples. Et surtout, comme on est sur le web, dans la doc, tu as de la 3D. Ah. Parce que tu es dans ta page web et on te dit, mais vous voulez faire une light, voilà le code. Et en dessous, tu as le code qui tourne en temps réel. Et on va pouvoir jouer avec dynamiquement. Et surtout, on a un outil qui est, à mon avis, l'arme ultime pour apprendre Babylon.js, c'est le Playground. Si tu vas sur babylonjs-playground.com, tu vas te retrouver avec une interface où sur la gauche, tu as un peu de JavaScript dynamique que tu peux éditer. Tu connais ça avec Monaco, tu connais l'éditeur Monaco. Oh, oui. Voilà, donc Visual Studio Online, si tu veux faire. On a réutilisé ça. Donc sur la gauche, il y a un bout de code et sur la droite, le rendu dynamique de ce bout de code. Et on a plein d'exemples. Le premier, tu vas juste faire une boîte. On t'explique, voilà, pour faire une boîte, il faut faire create box. Voilà. Après, tu veux la déplacer. Mais box.position.x égale quelque chose. Puis tu veux la faire tourner. Box.rotation.x égale quelque chose. Donc pas à pas, doucement, et surtout en dynamique. C'est pas de la doc que tu vas lire, c'est vraiment tu joues avec, tu vois le code. Donc moi j'invite tous ceux qui veulent apprendre à faire du Babylon, babylonjs-playground.com. Puis même ça pourrait être juste, je pourrais m'intéresser sans avoir un but. Non, pour le plaisir. Juste pour le plaisir, là, c'est ça. Là, parce quand tu commences à ajouter des moteurs physiques en dessus de tout ça, genre tu peux jouer, on a des gens qui s'amusent à faire des simulateurs de fluide, tu sais, où tu as de l'eau qui est en fait fait par des petites particules. Tu peux jouer des heures avec ça. Ben c'est ça, juste par défi ou par plaisir, là, tout simplement. Là, parce que je me souviens, il y a plusieurs années, je jouais avec au début de la 3D, là, avec des petits logiciels, là, puis faire tourner la théière ou les mettre des lumières. Les lumières, là, j'ai juste joué un petit peu avec ça. Là, puis, là, c'est avec quasiment pas de ticket d'entrée, si tu veux. Tu as juste besoin d'un navigateur, tu vas sur babylonjs-playground et tu peux commencer à coder en live dans ton navigateur. Ouais, puis je me souviens, c'était quand même générer les images, c'était ardu, c'était long aussi, tandis que là, c'est... Ah non, là, c'est 60 images par seconde, en dynamique, sans problème. Mais là, c'est quoi l'intérêt pour parce que tu bosses chez Microsoft, là? Oui. Puis ça fait partie de ton travail? Je t'ai évoqué que plusieurs produits chez Microsoft s'appuient sur Babylon.js. Donc, ça fait aussi partie de ça. Parce que la réflexion est la suivante. Donc, Remix 3D, je ne sais pas si tu as suivi la conférence où on l'a annoncé. Grosso modo, c'est un site de marketplace où les gens peuvent déposer des objets 3D qu'ils ont créés et les partager avec des amis. Ça va être intéressant avec la prochaine version de Windows ou de l'update. C'est pour la Creator Update. C'est ça, Creative Update. Mais si tu as Paint 3D, tu fais ton objet 3D et à un moment donné tu veux le partager avec des amis, tu vas le partager sur le site Remix 3D en fait. Et le rendu qui est fait sur le site, c'est Babylon.js. Ok. Et donc là, si tu veux, pour Microsoft, l'investissement est quand même évident, c'est de se dire, je m'en sers sur Xbox Avatar, sur Remix 3D, sur d'autres produits en interne. Je ne vais pas à chaque fois demander à chacune des équipes de développer ça. Il y a Babylon.js, on va s'en servir. C'est fait par un Microsoftie. Mais à l'origine, c'était un projet du soir. Oui, c'est ça, c'est un projet du soir. C'est un projet du soir qu'on a lancé. On s'en est beaucoup servi en France avec David parce qu'on évangélisait à l'époque Internet Explorer 11. Une des nouveautés d'Internet Explorer 11, c'était donc WebGL. Donc on est arrivé avec le super scène 3D, on a regardé ce qu'on est capable de faire sur le web. Et les gens, ils étaient là, waouh! Et Internet Explorer peut faire ça, tu vois, on changeait l'état d'esprit des gens par rapport à ça. Ouais, je me souviens il y avait une démo 3D là qu'on pouvait aller voir là. Ouais. Donc c'était fait avec Babylon. C'était fait avec Babylon, tout à fait. Et du coup, le produit a évolué, la communauté s'en est aussi saisie. On a vraiment de très bons feedbacks parce qu'on essaye d'être disponible, dynamique et de répondre aux utilisateurs. Et quand tu t'intéresses aux gens, les gens apprécient. Mais ça doit être extraordinaire de voir
un projet perso comme ça, Ah oui, ça fait super plaisir. qui était pas du tout à l'origine là, pour l'utilisation chez Microsoft, se retrouve dans plusieurs, utilisé par plusieurs équipes. Quand tu vois même des projets externes, moi ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Quand je vais sur un site web, il y a de la 3D, je vais voir le code source, je m'aperçois, j'utilise Babylon.js, ça fait super plaisir. C'est très flatteur, effectivement. Donc, c'est quoi l'avenir pour Babylon.js? Oh, l'avenir. Donc, on va sortir la version 2.5 normalement avant la fin de l'année. Je dis normalement parce que c'est un projet communautaire. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment un commitment de chacun. Moi, j'essaye d'organiser ça si tu veux, mais il n'y a pas de vrai commitment. On a quasiment fini la version 2.5. Okay. Donc, en fait, on fonctionne énormément à la demande d'utilisateur. Okay. C'est que des gens arrivent en disant « j'adore Babylon.js, mais je n'arrive pas à faire ça ». Ou peut-être un groupe de produits chez Microsoft qui que ce soit, effectivement. Ouais, okay. CMS... c'est intéressant parce que tu mets sur le même pied les utilisateurs internes ou externes. Tout à fait. Donc, je mets sur le même pied les utilisateurs internes et externes parce que chacun, pour moi, a la même valeur, en fait. Okay. C'est un projet communautaire, et c'est pas parce que Microsoft paye mon salaire que il devrait avoir plus de priorité, si tu veux. Ça reste un projet communautaire. Donc, je respecte autant les uns que les autres. Et après, effectivement, j'ai pas une vraie roadmap en tête. Okay. C'est-à-dire que si y a un article qui sort donc les grandes conférences de la 3D, c'est le SIGGRAPH la plus importante. S'il y a un article SIGGRAPH qui sort et je trouve ça génial, ben on va le coder, tu vois. Ouais. Mais on n'est pas en train de se dire oui, on va aller là-bas faisant ça. T'as pas 5 ans là, de roadmap en avance, tu t'ajustes au fur et à mesure. On est hyper organique. Ouais, puis de la demande. Les gens arrivent, ils disent ben voilà, moi j'ai ce use case. Ah ouais, c'est malin, effectivement. Ben, c'est pas facile à faire ou c'est pas faisable avec Babylon.js. T'as raison, allons-y. Voilà, ça marche comme ça. C'est sur la bonne volonté de chacun et puis surtout sur le pragmatisme. C'est un développement pragmatique, plus qu'organique quand même. Extraordinaire. Donc, on va mentionner si je veux m'intéresser, j'ai juste besoin d'un furteur. Je vais sur le site de documentation. Le plus simple, c'est babylonjs.com. OK. Voilà. Il y a tout. Il y a un point d'entrée vers la doc, un point d'entrée vers le playground et un point d'entrée vers le GitHub. Et toutes les démos. Il y a plein de démos. On a beaucoup de démos. Si vous avez envie de vous convaincre que la 3D sur le web, c'est incroyable, il suffit de lancer nos démos. Elles sont toutes incroyables. OK. Puis peut-être un petit mot sur le nom Babylone, ça vient d'où ça? Alors, donc moi je suis développeur depuis très longtemps. Mon premier ordinateur était un Amstrad 464. Oh! Mais suite à ça, j'ai très vite eu un Amiga. OK. Amiga 520. Oui, c'était un 500 plus. Non, ou 500. Amiga 500, c'était. Okay. J'ai eu un Atari 520 et un Amiga 500. Bon. Sur mon Amiga, j'ai passé, je pense, les meilleures années de ma vie d'adolescent. Okay. J'ai adoré mon Amiga. Or, à l'époque, il y a eu une série télé qui s'appelait Babylon 5, qui était faite avec Lightwave, de la 3D, donc on y revient toujours. Ouais. Lightwave, c'était un peu le Maya Ultra DS Max de l'époque, et qui tournait sur Amiga. Quand j'ai vu la série télé... Qui est une série extraordinaire. Et qui est une série exceptionnelle, écrite par un homme de talent, dès le début, avec une histoire de bout en bout, qui est ouf, avec une histoire de géopolitique à un niveau spatial, avec plein de choses que j'ai adorées, et des effets spéciaux qui, aujourd'hui, si on les regardait, seraient risibles, mais qui, pour l'époque, étaient extraordinaires pour la télé. Et ils étaient faits sur un Amiga, c'est-à-dire que le petit ordinateur que j'avais dans ma chambre d'ado, il faisait ce que je voyais à la télé. Moi, ça a été une révélation. C'est là où j'ai voulu faire de la 3D. Et donc, j'ai toujours eu une admiration folle pour Babylon 5, que je re-regarde tous les 3-4 ans. Je me remets avec Sheridan, avec Koch, avec Jekar, avec tous les héros de ma série télé. Je suis toujours un grand consommateur de la série télé. Alors, pour ceux qui sont intéressés, la série est disponible sur Netflix. Ah, tout à fait. Alors, c'est vrai, en plus, on peut le regarder aujourd'hui. Je vous encourage vraiment à mettre un petit voile sur la frustration que va représenter la synthèse pour s'accrocher à l'histoire, parce que l'histoire est incroyable. Oui, puis on est en 4.3 aussi, là, donc on n'est pas en widescreen. Non, c'était des vrais maquillages pour les personnages et tout. Et d'ailleurs, donc là, je gère Babylon.js et UWP Toolkit. En étant à l'époque, avant de rejoindre Windows, donc j'étais chez DX, et j'avais lancé, avec d'ailleurs David Rousset et Étienne de Margraff, un autre projet qui s'appelle Vorlon.js. Vorlon, qui est une race. Qui est la race
une des 2 plus puissantes races dans Babylon 5, ouais. dont l'ambassadeur s'appelle Koch. Ouais. Et mon pseudo, mon avatar, si tu vas sur Twitter, c'est Delta Koch. Donc tu vois que tout ce que je construis, j'essaie de le raccrocher à ce qui a déclenché la flamme chez moi. Tu vois. Ah ouais, Ce qui a démarré l'étincelle, c'est Babylon 5 et Lightwave sur Amiga. Ouais. En tout cas, j'encourage les auditeurs qui connaissent pas cette série-là, d'au moins regarder regarder un épisode là, juste pour ou même faire l'effort de ça, d'oublier le côté technique pour s'accrocher à l'histoire. Oui, parce que c'est quoi dans les années 80 là. On devait être en 85-86. Ouais. Et c'était de la synthèse qui aujourd'hui là, c'est pas comparable. N'importe qui fait ça avec son téléphone quoi, mais à l'époque, c'était moi ça m'a dans mon imaginaire, je jouais à des jeux comme Monkey Island ou Turrican, tu vois, c'était des jeux-là. Et quand je voyais ce que faisait mon Amiga, je me disais, mais c'est ouf qu'on puisse faire ça en 3D. On peut créer des mondes. Ça ne m'a jamais abandonné. Donc la piqûre du 3D, comment c'est là, elle est là, à ce moment-là. Le premier épisode de la saison 1 j'ai beaucoup aimé Battlestar Galactica aussi, mais de Babylon 5, où je vois le premier vaisseau justement des... et qui tourne, là, la station. La station, et tout, fait, oh là là, c'est ouf, quoi. Oh oui, c'est extraordinaire. Tu mentionnais tout à l'heure Vorlon. Ça, c'est un autre projet. Oui, est-ce que tu es impliqué? Alors, c'est un projet que j'ai créé donc, avec mes 2 comparses qui sont Étienne Margraff et David Rousset, que j'ai depuis. Alors, en fait, en quittant DX, Vorlon JS c'était un projet de DX, donc j'ai laissé Vorlon JS. Je suis toujours dans les réunions et je suis toujours son évolution, mais je ne travaille plus dessus. Et c'est David et Étienne qui ont repris la main dessus. Donc Vorlon JS, pour la petite histoire, c'est un remote debugger pour JavaScript. Un remote debugger pour JavaScript. Uniquement faire JavaScript pour JavaScript. Toujours pareil, tu lances ton navigateur et tu peux remote debug une autre page. OK. Mais je peux pas faire ça autrement ou qu'est-ce que ça vient Alors, je te donne un exemple très simple. Tu as une petite page web qui tourne sur ta caméra, ton device IoT, ton téléphone. OK, sur mon physique, là, sur mon téléphone physique. Comment tu la remote debug? Tu peux pas. OK. Tu peux pas lancer Visual Studio et t'accrocher à quoi que ce soit, puisque non. Il peut être, toi t'es ici et le device ça tombe beaucoup, tu vois. Et la seule chose qui existe entre vous deux, c'est le web. OK. Si j'ai une page, par exemple, qui roule dans un site web Azure. Aucun problème. OK. Alors, comment ça s'accroche, tout ça? Alors, en fait, ce qu'il faut, c'est que dans ta page où tu veux débugger, tu ajoutes une petite référence à Vorlon JS. OK. Et cette référence... C'est juste un JS, là? C'est juste un JS. OK. Et ça va utiliser des WebSockets pour se connecter à un serveur Vorlon. OK. Et toi, ton client va aussi se connecter. Le serveur va donc faire le passe-plat entre ton app et après l'application Vorlon JS côté dans ta page web à toi. Va tout capturer, faire les analyses, va te permettre de débugger en distance. Mais là, si je compare à ce que j'ai dans le furteur là, avec F12, les outils de débogage... Alors, c'est ça, mais en remote. Parce que tes outils de F12, etc., ils vont débugger ta page qui est couramment ouverte dans ton navigateur. Je peux pas le faire sur mon téléphone. Prends un exemple. Moi, chez moi, j'ai une caméra IP qui est programmable avec une page web. Comment je débug cette page web? Ben ouais. Tu peux pas. Ah ouais, mais là, je vois bien, là, sur le téléphone, là, si je déploie ma page, puis j'ai un problème... Et puis t'as un bug. Ouais. Comment je le débug? Et tu veux fixer je peux pas faire F12, là. Tu peux pas faire F12, tu veux fixer ton CSS, tu veux pouvoir dire ou changer des valeurs dynamiquement. Avec Vorlon, tu peux changer la page dynamiquement, la réadapter sans même la redéployer. OK, donc là, j'ai le hook, là, j'ai la référence à Vorlon JS dans cette page-là, qui envoie... vers un serveur qui, lui, est déployé dans Azure. Dans Azure, OK. Qui est un serveur Node.js. OK. Et qui fait le passe-plat entre ton client et ta page web où tu fais ton debug, en fait. OK, donc ça envoie Ça envoie les ordres que de la page... Imaginons, par exemple, je te donne un cas d'utilisation. Tu as déployé sur ton téléphone et tu t'aperçois que ça rentre pas, par exemple. Le CSS est pas bon. Ouais. Là, la solution, c'est de mettre des Vorlon. Et du coup, côté... dashboard de Vorlon, dans ta page de dashboard de Vorlon, tu vas pouvoir voir tout le DOM, tout le CSS, sélectionner un élément, dynamiquement changer son CSS, l'appliquer et dynamiquement voir le résultat sur ton téléphone en live. Et donc tu vas voir, ok, donc ça c'est le bon CSS qu'il faut que j'applique. Ou tu vas pouvoir voir la valeur de tes constantes, de tes variables JavaScript, tu vas pouvoir exécuter du code, tu vas pouvoir faire une alerte, tu vas pouvoir récupérer ta console, les exceptions, les logs, tout. Ouais, parce que on peut bien, si par exemple on veut débugger la page, puis ultimement on s'aperçoit qu'on a un problème au niveau du rendu sur un téléphone. Il faut tout redéployer, tout refaire. Si tout va bien dans un furteur sur un desktop,
Là, c'est là qu'on a un problème. Et c'est souvent le problème. Ouais. Parce que ton desktop, ton navigateur desktop, lui, il va avoir vachement de features à supporter. Ouais. Et ton petit mobile, il a pas la même résolution, pas Ouais. le même DPI et pas le même feature set. Donc il est peut-être pas capable, je sais pas, tu as voulu faire des bords arrondis sur tes rectangles, donc les borders radius. Il se trouve que ton Android 6, il le supporte pas. Comment tu débugs ça? Donc, ça prend un site web sur Azure. Ouais. Qui va stocker le dashboard, en fait, ce qu'on appelle le dashboard, qui est la page de contrôle. C'est ton F12, OK. le contenu de ton F12, et il va remote debug, quelque chose qui est sur le web n'importe où, quel que soit le device. Puis là, j'en ai pas besoin pendant des semaines. Là, j'en ai juste besoin de ce site-là au moment du débogage. Tu peux même décider de ne l'activer que sur certaines conditions, tu vois. Genre, tu as ta page web et puis l'utilisateur il a un problème, il appelle le support et le support lui dit, ben voilà, allez cliquer sur le bouton Enable Volant.js et clac, il peut prendre le contrôle à distance du téléphone du gars. Ah! C'est intéressant. Donc, les codes d'utilisation, est-ce que je me trompe si c'est surtout pour le débogage de rendu sur les téléphones? Débogage de rendu et débogage du code aussi. Du code aussi. Parce que tu vas avoir quand tu es sur ton téléphone, il y a une exception. Ça envoie vers la console. Comment tu fais pour voir la console de ton téléphone? No way. Intéressant. Donc, si ça m'intéresse aussi, on va sur... Vorlonjs.com et Ok. devinez quoi, c'est un projet open source aussi. Je pense qu'il y a un pattern ici, là. Tout à fait. C'est du TypeScript, c'est open source et ça marche partout. Ouais, je pense qu'il y a un pattern. Puis si on s'intéresse au débogage, si on veut contribuer, si on s'intéresse à TypeScript, c'est une bonne façon aussi Tout à fait. de comprendre aussi. Et David et Étienne seront ravis d'accueillir vos pull requests. Ils ont un Slack pareil pour gérer la communauté de la même manière. Donc, Excellent. Donc, 3 produits C'est absolument intéressants qu'on vient de discuter. Le toolkit, puis la plateforme UWP. oui. Babylon.js pour le 3D, puis Vorlon Pour le remote debug. Pour le remote debug. David, ça a été une conversation super intéressante. Merci Pareil. d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. Puis on va faire... Je pense que je vais aller faire un peu de 3D, là. Ah, ça me ferait très plaisir si j'ai réussi à te convaincre. Au revoir. Bye bye.